bienvenue dans Xenius. Bienvenue à vous. On vous propose aujourd'hui de plonger dans l'univers de l'image. Et en guise de préambule, nous voulions vous montrer ces photos. Ces 36 clichés sont de véritables icônes de la photographie moderne. Ici, par exemple, ce virtuose, le peintre de la Tour Eiffel. Cette photo fait partie de notre héritage visuel, tout comme celle-ci, illustrant la chute du nazisme. Et voici le portrait le plus reproduit au monde, pris en 1960 à Cuba, Che Guevara. Toutes ces images ont un point commun, un élément que l'on trouve dans tous les appareils. Sans lui, ces photos n'auraient pas vu le jour. L'objectif. Et il faut bien avouer que les photographes, mais aussi toute la science moderne, seraient bien désemparés sans cet assistant optique. Les objectifs seraient-ils plus compétents que l'œil humain? C'est ce que nous allons tenter de tirer au clair. Et pour cela, quoi de mieux qu'une petite visite à l'usine Leica à Wetzlar? Nous allons découvrir les secrets de fabrication d'un objectif et tout ce qu'il peut accomplir de nos jours. Et si on commençait par l'objectif le plus simple qui soit? Un trou. C'est le principe de la caméra obscura. Deux faiseurs d'images français se sont appropriés la technique d'une façon très particulière. Voici Antoine Lévy et Romain Allary. Tous les deux, nous sommes cousins. On a grandi dans le domaine un peu de l'image, donc on a eu la chance de pratiquer la photographie, la vidéo depuis de nombreuses années. Et on a toujours été intéressés par comment on peut utiliser l'image différemment, comment explorer vraiment tous les domaines liés en fait à l'image, à l'optique, aux caméras. On aime bien explorer tout ce qui touche en fait à l'image en général, que ce soit de l'image fixe, que ce soit de l'image en mouvement. La caméra obscura, c'est un principe antique. Tout part de la lumière, tout part du soleil. Le principe même de la caméra obscura, c'est une différence de luminosité entre une boîte, ce qui est à l'intérieur, qui est complètement noir, et l'extérieur qui est lumineux. Et la lumière, par la convergence des faisceaux, passe à l'intérieur d'un trou et se projette à l'intérieur par un cheminement rectiligne. C'est quelque chose qui a été très utilisé dans l'Antiquité, qui a été utilisé par les peintres pour reproduire les paysages. Et c'est vraiment un principe extrêmement simple et très primitif. On est parti à l'étranger pendant une année pour découvrir le monde. Pendant notre voyage, on s'est retrouvé à Pushkar, au milieu du désert en Inde. On est rentré de soirée complètement ivre. On était dans une toute petite chambre bleue, au milieu d'un ghat. Et quand on s'est réveillé, on a vu qu'il y avait des artefacts et des rayons de lumière qui se projetaient un petit peu partout dans la chambre. On s'est dit que c'était les vapeurs d'alcool indiennes, mais en fait, non. On s'est rendu compte qu'on était dans une caméra, en fait. On était dans un sténopé et on s'est dit que ce serait intéressant d'en faire un film. Et puis on a passé 3 jours dans cette chambre qui faisait 2 mètres sur 2. Une fois arrivé à Paris, on a relancé le projet. Paris, on a une grosse problématique sur les appartements et on a fait appel à des personnes pour nous prêter leur appartement pour qu'on vienne faire du sténopé. Et donc pendant 2 ans, on a fait le tour de Paris, des petits appartements, chambres de bonne, jusqu'à des énormes appartements entièrement vides. Peut-être que tu vois, genre on prend une longueur de fenêtre, parce que là, si on a 4 mètres, là, on n'en a pas 2, tu vois. Si on prend la hauteur et qu'on coupe comme ça, on arrivera à faire les 2 fenêtres avec juste une hauteur. On va essayer d'imaginer en quelle pièce quelque chose en mouvement peut vraiment être intéressant. Et donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on met tout au noir, donc on obscurcit toute la pièce. Et c'est déjà un gros travail dans certains appartements. On s'acharne à traquer les petites taches de lumière, les choses comme ça, tout ce qui est lumière parasite. Hey, hey. Ok. Et ensuite, on va commencer le travail de cadrage, donc trouver l'endroit où on fait un trou pour projeter l'image qui nous intéresse.
Parce que là, du coup, tu as le mur ici, plus le mur donc après qui se reflète là. C'est-à-dire que vraiment, pour pouvoir faire une caméra obscura, il n'y a pas du tout de technologie. Une boîte noire, un trou, du soleil, et on a tout de suite une image qui se projette. Je pense qu'il y a le soleil qui va apparaître derrière. Par là ici, il doit être. Ouais, voilà, là, on voit juste le soleil qui apparaît, c'est pas mal. Chaque fois qu'on réalise un sténopé ou une caméra obscura, on devient comme des enfants. On regarde les gens marcher au plafond, les voitures, les oiseaux, etc. Et c'est tellement simple et c'est tellement jouissif à voir et à faire qu'on ne peut pas s'arrêter en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la course à la technologie avec des caméras, de la sensibilité, des optiques très précises, des millions de pixels, etc. Ça, on s'en fiche. En fait, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de revenir à la base, vraiment à la source de la photographie, la lumière, un appartement qui fait office d'appareil photo. Sténopé, c'est vraiment un média, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans plein de domaines différents, dans plein de positions différentes, et on en est à peine à avoir vu les balbutiements de ce qu'on veut faire avec. Donc c'est encore un projet qui va perdurer pour nous encore très longtemps. De l'art du sténopé à l'appareil photo doté d'un véritable objectif, comme celui-ci, il y a un énorme pas technique que nous allons franchir chez Leica, le grand fabricant d'appareils photographiques. Nous rencontrons Benjamin Duc, designer en optique. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Pourquoi a-t-on besoin d'un objectif si un trou permet de faire des images pareilles? Pour bien comprendre, il suffit de comparer les photos faites avec un sténopé et celles réalisées avec un objectif. Cela apparaît très clairement sur ce cliché. Il a été pris depuis cet immeuble. On voit là un rond-point, et à gauche, il y a un camion qu'on distingue à peine, parce que le temps d'exposition est trop long. Le sténopé ne laisse pas passer suffisamment de lumière. Voici maintenant la même photo, prise avec un objectif. L'objectif permet la représentation de moments très brefs, des photos de sport par exemple. Le camion orange, flou sur l'autre photo, est parfaitement net. D'accord. Nous voyons ici la composition d'un objectif. Il y a un certain nombre de lentilles. Comment parviennent-elles à nous livrer une image nette de la réalité ? Grâce à l'assemblage de ces lentilles, quand nous agrandissons l'ouverture, autrement dit la pupille d'entrée, nous pouvons recueillir la totalité du flux lumineux. Imaginez que vous ayez ici un point qui émet des rayons, qui entrent dans l'objectif sous différents angles. J'ai là ma pupille d'entrée et ici, j'ai l'objectif avec les différentes lentilles qui vont fractionner les rayons et les faire converger en un point. Sans optique, nous n'aurions pas d'image. Avec l'optique, à condition qu'elle soit bien calculée, ce qui est généralement le cas, nous avons une représentation conforme de la réalité. Mais un objectif ne se compose pas seulement de lentilles. Combien d'autres pièces entrent dans sa fabrication? Disons qu'il y a l'optique, la mécanique et l'électronique. C'est un système assez complexe. Et en fonction de l'objectif, il peut se composer d'environ 500 à 1000 pièces. Il y a pas mal de choses là-dedans. J'imagine que si l'une de ces nombreuses pièces n'est pas tout à fait à l'endroit adéquat, cela se voit ensuite à l'image. Quels sont les défauts les plus courants que vous devez corriger? Il y a la distorsion, par exemple. Observez cette feuille quadrillée. Si vous la regardez à travers cette lentille, vous verrez que vers l'extérieur, les lignes se déforment. La distorsion est un défaut d'image très courant. Tout d'un coup, les carrés ne sont plus carrés. Ce sont des défauts que l'on peut éviter en juxtaposant plusieurs lentilles.
et il y a une certaine marge de tolérance. On peut ensuite corriger certains défauts de distorsion numériquement. C'est l'ordinateur qui le fait pour vous? Ou est-ce que vous devez calculer vous-même? Avant, c'était le travail du technicien. Les métiers de l'optique ont changé. Moi, je suis designer. En fonction de la complexité de l'objectif, le technicien mettait à peu près un quart d'heure pour calculer un rayon, depuis l'objet jusqu'à l'image. Aujourd'hui, il faut moins d'une milliseconde pour l'obtenir. C'est une partie du travail que l'ordinateur nous simplifie considérablement. À titre d'exemple, j'ai là le premier objectif de petit format, calculé chez nous par Max Berek en 1921. Tous les calculs sont là et mis au propre à la machine à écrire. La haute technologie de l'époque. Cela demandait vraiment beaucoup de travail. Plusieurs techniciens étaient occupés au seul calcul des rayons. Une extrême précision est de mise dans les calculs, mais aussi dans le montage. Tu sais ce qui nous attend et tu souris déjà. Émilie et moi allons suivre un cours accéléré en matière de construction optique. Les lentilles sont montées sur un mandrin où elles sont meulées et polies. Cela demande beaucoup de précision. Vous pouvez essayer si vous voulez. C'est bon. Vous pouvez assister ici à une autre opération qui intervient en fin de processus, le biseautage. Comme les bords de la lentille sont très coupants, il faut les facetter. Comme ça? Cette lentille est presque terminée. Mais soyons clairs, l'un des meilleurs systèmes optiques, à la technique la plus parfaite, c'est l'œil. Peut-on fabriquer un objectif qui fonctionne aussi bien? Il pèse 7,5 grammes. Il est rond et creux. Il fait 2,3 cm de diamètre et sa lentille ne pèse en moyenne que 0,174 grammes. C'est l'œil humain. C'est un système optique absolument stupéfiant. Il gère sans ciller des luminosités situées entre plein soleil et croissant de lune. Et ce, dans un tout petit volume. Transposer cette puissance dans un objectif, telle est la tâche que s'est fixée une équipe de chercheurs de l'Université de Fribourg. Ils voudraient se rapprocher encore un peu plus du fonctionnement de l'œil humain, avec ce qu'on appelle un objectif bionique. Nous tentons de créer un système d'imagerie optique différent, en explorant de nouvelles pistes. Au lieu d'éléments rigides, comme des lentilles de verre ou des pièces métalliques qu'on trouve dans les objectifs de modèles courants, nous utilisons des liquides ou des matériaux souples qui sont malléables. On l'appelle bionique parce que nous suivons le modèle de la nature, c'est-à-dire l'œil humain. Le système optique de l'œil humain se compose essentiellement de 3 parties. La cornée, l'iris et le cristallin. La cornée, cette lucarne transparente sur l'œil, capte et focalise la lumière sur le cristallin, qui fait la mise au point sur l'objet à visualiser. Et l'iris, la partie colorée de l'œil, régule la luminosité. Il s'ouvre et se referme comme le diaphragme d'un objectif. Ce réflexe de la pupille a inspiré les chercheurs. Ils ont eu l'idée de construire un iris qui dirigerait l'ouverture grâce à des liquides en mouvement.
L'iris à composants liquides est un système constitué de deux liquides différents. L'un est opaque, tandis que l'autre est transparent. L'application d'un courant électrique nous permet de modifier la forme du liquide opaque présent dans cet iris sous forme d'anneau. Nous obtenons ainsi un fonctionnement très proche de celui de l'iris dans l'œil humain. Second élément important, la mise au point d'un cristallin flexible. La courbure étant variable, elle régule la distance focale et par conséquent la zone de netteté de l'image. À l'inverse de la lentille de verre rigide d'un objectif photographique, la lentille bionique est en silicone. Un muscle artificiel étire ou contracte la lentille, tout comme dans l'œil humain. Mais les chercheurs ont encore un long chemin à parcourir. C'est le genre de choses qui s'élaborent facilement sur une paillasse de laboratoire. Mais il est très difficile d'en faire un système solide, capable de contenir les liquides sur de longues périodes et fonctionnant toujours lors de grands écarts thermiques. C'est la réalisation qui pose problème. Et voici à quoi ressemble le prototype. Il ne fait que 4 cm de large et 5 cm de long. Netteté et intensité lumineuse peuvent se régler tout comme dans l'œil humain. Et la qualité de l'image est satisfaisante. Nous sommes encore loin des qualités de l'œil humain, loin aussi des systèmes classiques d'ailleurs. Un système optique classique peut à coup sûr être meilleur que l'œil humain. Reste à savoir si l'on peut réaliser un tel système de la taille d'un œil humain. Mais il ne pourra certainement pas remplacer l'œil, parce que c'est le système global, œil plus cerveau, qui nous procure l'acuité visuelle considérable dont nous jouissons. Avec ce système optique, les chercheurs ne veulent pas remplacer l'œil, ils cherchent à le compléter de façon rationnelle. Pour moi, le plus grand succès serait que ce dispositif trouve des applications en médecine et permette d'identifier un cancer de la peau ou d'effectuer d'autres diagnostics. Lentilles et diaphragmes flexibles ont permis un premier pas dans cette direction, imiter la capacité d'adaptation de l'œil sous un tout petit format. Mais l'œil, le vrai, reste unique. Vous avez découvert 2 étapes de fabrication, le polissage en début de chaîne et le biseautage à la fin. Entre les deux, il y a évidemment beaucoup d'autres opérations. Et voici la dernière, le traitement du bord de la lentille. Et combien de temps cela prend au total? Disons une douzaine d'heures. Mais cela varie d'une lentille à l'autre, bien sûr. Techniquement, qu'est-ce qu'il y a de mieux, l'œil ou l'objectif? Vaste question. Si l'on oppose cristallin et objectif, c'est clairement l'objectif qui l'emporte. Il y a beaucoup plus de lentilles, l'ouverture est plus grande, la définition est meilleure. Mais si l'on considère ce système que représente l'œil, il faut bien dire que le montage est parfaitement conçu. Et si ce n'est pas tout à fait ça, on peut toujours y ajouter des verres correcteurs. À quoi reconnaît-on un bon objectif chez le photographe? Un bon objectif doit avoir un bon potentiel. Quand je m'achète un objectif, je prends des photos avec. Je progresse et je n'ai pas envie de me heurter aux limites de l'objectif. Ce sont mes limites à moi qui doivent me restreindre. L'objectif doit pouvoir faire mieux que moi pour me permettre d'évoluer. À quoi faites-vous attention quand vous regardez une photo? À la performance technique ou à la puissance de l'image en tant qu'œuvre d'art? On est tellement fixé sur la technique qu'il faut vraiment faire un effort pour prendre du recul et regarder une photo en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'œuvre d'art. C'est une question d'exercice. En fin de journée, il faut pouvoir décrocher, admirer les photos en tant qu'œuvre d'art et arrêter de n'y voir que définition, distorsion et autres défauts de coloration. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Les objectifs ne cessent de progresser et c'est une bonne nouvelle pour les photographes. Mais dans le domaine scientifique, l'optique est en train de nous concocter une vraie révolution. Grâce notamment à la microscopie à fluorescence, une des grandes percées scientifiques de ces dernières décennies. Le principe, pouvoir détecter certains composants cellulaires grâce au marquage fluorescent qui réagit à la lumière. Quand on éclaire une protéine fluorescente sous une certaine longueur d'onde, de la lumière bleue par exemple, elle renvoie de la lumière verte. On peut donc localiser précisément cette protéine dans la cellule et observer son comportement. Vous voyez ainsi où elle va et avec quelles autres protéines elle interagit. Cette technique révèle jusqu'à 10 fois plus de détails que les systèmes dont on disposait jusqu'à présent. Grâce au miracle de la nanoscopie, dont les inventeurs ont reçu le prix Nobel de chimie en 2014. Ici, le cytosquelette d'une cellule cancéreuse. On peut distinguer chacune de ces fibres épaisses de 2 centièmes de cheveux. L'inconvénient de la microscopie à fluorescence classique, c'est qu'elle exige une forte source lumineuse. Or, la lumière endommage souvent l'échantillon. Le matériel utilisé meurt très vite par la suite, voire au moment même de l'observation. L'heure est au microscope à feuilles de lumière. Seule une dizaine de laboratoires dans le monde utilisent cette technique. L'un d'entre eux est le laboratoire de biologie moléculaire de Heidelberg. Il y a 2 avantages principaux. D'une part, vous obtenez des résultats similaires avec moins de lumière, ce qui est moins toxique pour l'échantillon. Vous évitez ainsi de l'endommager. L'autre avantage de la microscopie à feuilles de lumière, c'est qu'elle fait des clichés bien plus vite que les microscopes traditionnels. Au cœur du microscope à feuilles de lumière, un rayon laser de très faible intensité. Il n'éclaire qu'une couche très fine de l'échantillon, uniquement la zone que l'on souhaite observer. Bien sûr, la définition est moins bonne, mais c'est la première fois que l'on peut observer des organismes vivants sur la durée. Un embryon de drosophile, par exemple. Celui-ci a 3 heures à peine. 60% du patrimoine génétique de la drosophile correspond à celui de l'homme. Ce taux est encore plus élevé en ce qui concerne les gènes responsables du développement de l'ovule. Le microscope à feuilles de lumière permet de stupéfiantes images du vivant, comme ce développement embryonnaire. Les 20 premières heures en accéléré. Des images uniques obtenues grâce à une technique exceptionnelle. Avec un microscope confocal, c'est-à-dire le modèle standard utilisé en biologie, il faut à peu près 800 secondes pour photographier un embryon de drosophile. Avec un microscope à feuilles de lumière, la même opération prend 1 seconde. Cela peut aller jusqu'à 1000 fois plus vite. Et c'est le moyen de suivre les prémices d'un organisme vivant. Les chercheurs peuvent isoler certaines cellules et observer leurs mouvements au cours de leur développement. On peut même observer des brins d'ADN pendant plusieurs jours et recueillir d'innombrables informations moléculaires. L'organisme évolue de manière très dynamique. Entre la première division cellulaire et les milliers de cellules engendrées, cela va très vite. Nous avons déjà une bonne connaissance des gènes présents dans notre organisme. Il faut maintenant comprendre comment ils agissent les uns avec les autres. D'où viennent les anomalies dans la croissance d'un organe? Comment se comporte le cancer aux différents stades? Grâce à cette méthode, nous sommes pour la première fois capables d'observer pas à pas le mouvement des cellules. Le microscope à feuilles de lumière permet un nouveau regard sur l'émergence de la vie. Cet élément important va nous aider à comprendre des processus complexes et va modifier notre façon d'appréhender le corps.
En tout cas, ces microscopes font la lumière sur une chose. Pour comprendre, il faut voir. Et à y regarder de plus près, les objectifs sont indispensables. Mais ce n'est pas forcément la peine d'être aussi technique. Les histoires extraordinaires que raconte mon vieil appareil photo m'ont toujours emballé. Le plus beau, c'est que tu l'aies gardé au lieu de le jeter il y a 20 ans. Oui. Les objectifs soutiennent aisément la comparaison avec l'œil, du moins en ce qui concerne les données techniques. Mais la combinaison de l'œil et du cerveau, ça, c'est quelque chose qui reste vraiment unique. Sur ce, au revoir. À la prochaine. Et pour finir, regardez ce que nous voyons.